Il y a un proverbe qui dit « Méfie-toi de ton ennemi une fois et de ton ami 1000 fois ». L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui illustre ce proverbe et comment une personne que vous considérez comme l'une des plus chères peut se retourner contre vous du jour au lendemain. C'est une histoire tragique, alors préparez-vous à ce que vous allez entendre. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et bienvenue sur ma chaîne Mister Pierre. Un grand bienvenue également aux nouveaux venus qui visitent cette chaîne pour la première fois. Si vous aimez les histoires, j'ai créé cette chaîne spécialement pour vous. Je publie 2 histoires chaque lundi et jeudi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Et bien sûr, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Maintenant, sans plus tarder, commençons l'histoire du jour. Au cœur de l'Amérique, il y a une petite ville appelée Hartford, dans l'État du Wisconsin. Là-bas vivait une famille appelée les Blodgett. Cette famille était composée d'un père, d'une mère et d'une petite fille nommée Jessie Blodgett. C'est d'elle que je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Jessie est née en 1994 à Atlanta, en Géorgie. Son père s'appelait Buck et sa mère Joy. Jessie était la fille unique de ses parents et avant sa naissance, ils avaient essayé à plusieurs reprises d'avoir des enfants, mais sans succès. Finalement, ils avaient accepté l'idée de ne pas pouvoir en avoir. Jusqu'au jour où Joy découvrit qu'elle était enceinte, et je ne peux pas vous décrire à quel point elle et son mari étaient heureux. Jessie était comme une bougie qui éclairait leur vie. Quand elle est née, ils l'ont considérée comme un miracle, et ils la traitaient comme une petite princesse. Peu après sa naissance, la famille a déménagé dans une ville appelée Harvard, dans le Wisconsin. Ils y ont acheté une belle maison dans un quartier calme et charmant. Leur objectif était de fournir un environnement sain pour élever leur fille. Mais ils ne savaient pas que dans ce quartier et dans cette maison, leur précieuse et unique fille allait faire face à un danger. En grandissant, Jessie est devenue une belle jeune fille, polie et bien éduquée. Tout le monde, petits et grands, l'aimait. À l'école, elle s'opposait à toute forme d'intimidation ou de maltraitance envers les autres. Jessie défendait toujours les gens et les animaux, et elle détestait voir quelqu'un ou quelque chose souffrir. Ses parents l'avaient inscrite au conservatoire de musique dès son plus jeune âge, et Jessie avait grandi en développant un talent remarquable dans ce domaine. Elle jouait du piano et du violon, et elle avait une voix magnifique. Elle chantait avec beaucoup d'habileté, ce qui la rendait célèbre dans son école. Elle a remporté de nombreux prix de musique et dans chaque compétition à laquelle elle participait, elle finissait toujours première grâce à la maîtrise de ce qu'elle faisait. Après avoir terminé ses études secondaires en 2012, Jessie décida de poursuivre ses études dans le domaine qu'elle aimait, la musique, plus précisément en se spécialisant dans la direction d'orchestre. Elle fut acceptée à l'Université du Wisconsin à Milwaukee, où elle commença ses études. Jessie était devenue bien connue parmi les étudiants et même les professeurs là-bas, en raison de sa gentillesse et de ses bonnes manières. Grâce à son assiduité et à ses bons résultats, l'université décida de lui accorder une bourse pour l'année suivante. L'année universitaire se termina et les vacances d'été arrivèrent. Jessie retourna chez ses parents pour passer l'été avec eux. Évidemment, toute personne de son âge profiterait des vacances pour voyager et passer du bon temps, mais Jessie ne pensait pas de cette manière. Elle avait d'autres idées en tête. Pendant les vacances d'été, elle a publié une annonce sur Internet destinée aux jeunes enfants qui souhaitent apprendre la musique, offrant de les enseigner. En moins d'une semaine, elle a reçu plus de 25 demandes. Elle les a tous acceptées et a commencé à les instruire chez ses parents. Elle leur apprenait soit à jouer du violon, du piano, ou même à utiliser leur voix et chanter correctement. Après avoir terminé ses leçons avec les enfants, elle se rendait à un groupe de musique auquel elle appartenait, où ils organisaient des concerts 1 ou 2 fois par semaine, et elle était responsable de jouer du violon dans le groupe. De plus, elle rencontrait quotidiennement un ami chez elle pour écrire leurs propres chansons. Jessie était toujours occupée par quelque chose. Comme vous l'avez entendu, Jessie faisait souvent ce qu'elle aimait, et sa famille était toujours à ses côtés pour la soutenir. Cependant, une personne proche d'elle, qu'elle aimait et respectait beaucoup, cachait un monstre en lui, attendant seulement l'occasion idéale pour montrer ce monstre et exécuter son plan diabolique. Le 14 juillet 2013, Jessie avait un concert avec son groupe de musique, et ce concert s'est déroulé merveilleusement bien. Après le concert,
Elle et les autres membres sont allés chez l'un d'entre eux pour célébrer. Cette maison était grande et disposait d'une piscine, et ils se sont tous assis autour de cette piscine pour célébrer, heureux que le concert se soit bien passé. Jessie est rentrée chez elle vers 11 heures du soir, où elle a trouvé sa mère encore éveillée, l'attendant. Sa mère a commencé à lui demander comment s'était passée la soirée et si elle avait passé un bon moment. Cependant, Jessie semblait confuse et dérangée. À ce moment-là, sa mère lui demanda « Que se passe-t-il, ma fille? Tu sembles mal à l'aise. » Jessie répondit « Il y avait 2 garçons du groupe qui semblaient avoir un faible pour moi. Mais leur manière de se comporter avec moi ne m'a pas plu, et je sens qu'ils ont dépassé les limites. » La curiosité de sa mère augmenta, et elle lui demanda si elle devait intervenir. Mais Jessie la rassura en disant « Ce n'est pas nécessaire, je vais régler ça toute seule. » Sa mère lui souhaita alors une bonne nuit et alla se coucher. Le matin du 15 juillet 2013, les parents de Jessie se sont levés tôt, à 7 heures, pour se préparer à aller travailler. Le père est parti de la maison vers 7h30, tandis que la mère est restée jusqu'à 8 heures. Avant de quitter la maison, elle prit quelques vêtements propres et les déposa dans la chambre de Jessie. Elle la regarda un moment et eut envie de la réveiller, mais se ravisa en pensant « Je vais la laisser dormir un peu plus. Elle est toujours si occupée et fait tant de choses. » Elle quitta alors la maison et se rendit à son travail. Vers 13 heures, lorsque Joy, la mère de Jessie, est rentrée pour le déjeuner, elle s'attendait à trouver Jessie réveillée. Mais en entrant, elle trouva la maison silencieuse et Jessie n'était toujours pas levée. Elle ressentit un peu d'agacement, car Jessie avait dormi trop longtemps. Surtout que ce jour-là, à 14 heures, quelques élèves devaient venir à la maison pour leur cours de musique, et il ne restait plus qu'1 heure avant leur arrivée, alors que Jessie n'était toujours pas réveillée et n'était pas encore prête. Elle monta les escaliers et commença à l'appeler. « Jessie, réveille-toi, tes élèves vont bientôt arriver !» Mais Jessie ne répondit pas. Ne s'en souciant pas trop, elle se dirigea vers la cuisine pour préparer un sandwich rapide à manger avant de retourner à son travail. Une fois le déjeuner terminé, elle entendit frapper à la porte et sut que les élèves de Jessie étaient arrivés à la maison. Elle leur ouvrit la porte et les fit entrer dans le salon, leur demandant d'attendre un moment, le temps que Jessie se prépare. Elle monta ensuite directement dans la chambre de Jessie et la trouva toujours en train de dormir. Elle s'approcha pour la réveiller et lui dit « Lève-toi vite, tes élèves sont déjà là. » Mais soudain, elle s'arrêta net, choquée par ce qu'elle voyait devant elle, et appela rapidement le numéro d'urgence 911. Oh my God. Hartford 901, what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home from lunch, and she won't wake up. She's Oh my 19. God. Okay, hang on just a second. Okay. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Her pants are all wet, and she's got, it looks like strangulation marks. There are strangulation marks? That's what it looks like. I don't know what's going on. I don't know what's going on. Lorsqu'elle vit sa fille dans cet état, avec le visage de Jessie devenu bleu, elle la descendit rapidement du lit, plaça un coussin sous sa tête et commença la réanimation pour tenter de la sauver. Mais il était déjà trop tard. Il ne fallut pas longtemps avant que la police et l'ambulance n'arrivent à la maison et constatent que Jessie était déjà décédée. Ils remarquèrent les mêmes marques d'étranglement que sa mère avait vues. La police fit sortir la mère de Jessie de la chambre de sa fille, car cette chambre était désormais considérée comme une scène de crime devant être fouillée minutieusement à la recherche d'un indice qui pourrait les mener au coupable. En sortant de la chambre, la mère retrouva son mari qui venait tout juste d'arriver, s'étant précipité à la maison dès qu'il avait reçu la nouvelle. Ils étaient tous les deux sous le choc. Leur vie entière s'était écroulée. Leur fille unique, qu'ils aimaient tant, était partie et ne reviendrait jamais. Lorsque la police commença à fouiller la chambre de Jessie et toute la maison, ils ne trouvèrent aucune corde ou objet qui aurait pu être utilisé pour l'étrangler. Ils ne trouvèrent également aucune fenêtre brisée ou serrure cassée, ce qui signifiait que personne n'était entré par effraction. Et plus important encore, rien n'avait été volé. La police conclut rapidement que le coupable devait être quelqu'un de proche qui entrait et sortait naturellement de cette maison. Peut-être quelqu'un qui avait frappé à la porte et que Jessie avait fait entrer. L'inspecteur en charge de l'affaire, Richard Tickens, déclara que le meurtrier devait être quelqu'un qui la connaissait bien,
suffisamment pour savoir où se trouvait sa chambre. Quelques heures après la découverte du corps de Jessie, l'inspecteur se rendit chez ses parents et leur demanda s'ils soupçonnaient quelqu'un. Au début, ils dirent qu'ils ne soupçonnaient personne, mais après un moment de réflexion, le père de Jessie informa l'inspecteur qu'un jour, des jeunes hommes étaient venus couper des arbres près de la chambre de Jessie. Il ajouta qu'ils avaient peut-être remarqué qu'elle était seule à la maison et avaient décidé de revenir plus tard pour l'agresser. Il ajouta également qu'en dehors de ces jeunes hommes, Jessie travaillait dans un restaurant pendant son temps libre, et qu'il y avait un jeune homme qui travaillait avec elle dans ce restaurant. Un jour, il s'était disputé avec Jessie pour une raison quelconque, et depuis, il ne cessait de l'ennuyer, la rendant mal à l'aise dans son travail. La situation ayant empiré, Jessie était venue me parler de ce problème, et je suis allé confronter ce jeune homme. Il pensa que peut-être ce jeune homme, pris de colère, était venu pour la tuer par vengeance. Lorsque le père de Jessie termina son récit, sa mère ajouta « Je me souviens aussi de quelque chose. Hier soir, ma fille est rentrée d'une soirée en étant très contrariée. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit que 2 garçons dans le groupe de musique avec lesquels elle travaillait étaient intéressés par elle, et que leur comportement à son égard l'avait mise mal à l'aise, ce qui l'avait énervée et lui avait fait sentir qu'ils avaient dépassé les limites avec elle. Elle ajouta qu'il se pourrait que l'un d'eux, ou les deux, soit responsable de sa mort. Le même jour, l'inspecteur Richard a commencé à interroger toutes ces personnes, à savoir les jeunes hommes qui travaillaient à abattre des arbres, le jeune homme qui travaillait avec elle au restaurant, ainsi que les 2 jeunes qui l'avaient contrarié à la soirée. Il a commencé par interroger les jeunes hommes qui abattaient les arbres et a découvert qu'ils n'avaient aucun lien avec le meurtre de Jessie et qu'ils ne s'étaient pas approchés de la zone où se trouvait sa maison le jour du crime. Bien sûr, ils avaient des témoins pour confirmer leur dire. Quant au jeune homme qui travaillait avec elle au restaurant, il a également été trouvé innocent, sans lien avec le meurtre de Jessie. En ce qui concerne les 2 jeunes qui l'avaient contrarié à la soirée, la police a réussi à identifier leur identité. L'un d'eux a été trouvé innocent et n'était pas le coupable, avec des témoins affirmant qu'il n'était pas dans la zone où le crime s'était produit cette nuit-là et le lendemain matin. Cependant, l'autre personne a éveillé les soupçons. Son nom était Randy Tully. Lorsque la police lui a demandé « Où étais-tu la nuit dernière et ce matin ?» il a répondu « Après la soirée, je suis rentré directement chez moi et je suis resté à la maison toute la nuit et jusqu'au matin suivant sans sortir. » Ils lui ont alors demandé « As-tu des témoins pour confirmer tes propos ?» Il a répondu « Non, je vis seul et personne ne m'a vu entrer ou sortir. » Pendant qu'ils interrogeaient Randy, une autre équipe de la police fouillait toujours la chambre de Jessie, et ils ont finalement trouvé son journal intime. La dernière chose qu'elle avait écrite avant d'être tuée a renforcé les soupçons de la police envers Randy. Elle avait écrit à propos des 2 jeunes et de leur comportement envers elle, en disant qu'elle pourrait résoudre ce problème car elle n'était pas seule, et que Dieu était avec elle. En lisant cela, la police a considéré Randy comme le principal suspect dans le meurtre de Jessie. Bien qu'elle ait écrit à propos des 2 jeunes hommes, Randy et l'autre jeune, ce dernier avait des témoins confirmant qu'il était chez lui et ne s'était pas approché de la maison de Jessie. Quant à Randy, il n'avait aucun témoin, hormis lui-même. Malgré tout cela, la police n'avait aucune preuve concrète prouvant l'implication de Randy. Ils ont même entièrement fouillé son téléphone portable, récupéré tous les appels supprimés, mais ils n'ont trouvé aucun contact entre lui et Jessie, ni même un simple message texte, ce qui signifiait qu'il n'avait jamais communiqué avec elle par téléphone. Ils ont continué à chercher en vain, et finalement, ils ont dû le relâcher faute de preuves contre lui. Ainsi, la police est revenue à la case départ et a commencé à chercher de nouvelles preuves solides pour identifier le criminel. 24 heures après le meurtre de Jessie, le 16 juillet 2013, la police a trouvé un indice majeur qui les a conduits au coupable. Maintenant, écoutez bien pour comprendre ce qui s'est passé. 3 jours avant le meurtre de Jessie, un autre crime a eu lieu, et c'est ce crime qui va résoudre l'énigme de l'affaire de Jessie. Il s'agissait d'une jeune fille d'environ le même âge que Jessie, autour de 19 ans, et son nom était Melissa. Ce jour-là, elle était sortie se promener avec son chien dans un parc situé à Hartford, dans l'État du Wisconsin. Elle conduisait sa voiture et en arrivant au parc, elle est entrée et a jeté un coup d'œil autour du parc dans son ensemble. Elle l'a trouvé désert, personne à part une voiture bleue.
Elle a continué à regarder cette voiture et a remarqué que des jambes sortaient de la fenêtre du conducteur, ce qui signifiait que le propriétaire de la voiture était allongé, les jambes dépassant de la fenêtre. Melissa ne s'en souciait pas. Elle passa à côté de la voiture et se dirigea vers un coin où elle gara sa propre voiture. Elle descendit avec son chien et commença à marcher. Après une demi-heure de promenade, elle revint pour monter dans sa voiture et partir. En passant à nouveau près de cette voiture bleue, elle ne vit plus les jambes qui dépassèrent de la fenêtre. La voiture semblait vide. Tranquillement, Melissa déverrouilla sa voiture à distance avec sa clé et son chien se précipita vers la voiture. Elle marchait lentement lorsqu'elle entendit soudain la portière de la voiture bleue derrière elle s'ouvrir. En se retournant, elle vit la porte ouverte avec un jeune homme assis dans la voiture, la regardant directement. Elle n'y prêta pas attention, se détourna et poursuivit son chemin vers sa voiture. Mais cette fois, elle entendit des pas de course derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, elle trouva ce même jeune homme qui la suivait. Mais au moment où elle se retourna, il s'arrêta net. Melissa, surprise, lui dit « Que fais-tu ? Tu m'as fait peur ?» Puis, elle se détourna à nouveau pour continuer son chemin vers sa voiture, mais elle l'entendit de nouveau courir derrière elle. À ce moment-là, Melissa réalisa qu'il y avait un problème et qu'elle était en danger. Quand elle tenta de se retourner pour lui demander « Que veux-tu ? Pourquoi me suis-tu ?» Elle le trouva juste derrière elle et, à sa grande surprise, il tenait un couteau à la main. Il l'attaqua avec ce couteau, essayant de la poignarder, mais Melissa n'était pas une proie facile. Elle se défendit et intercepta le couteau avec ses mains. Bien qu'elle se soit blessée aux mains, elle ne céda pas. D'une manière ou d'une autre, elle réussit à abaisser le couteau et attrapa les mains de l'assaillant, immobilisant ses mouvements. Le jeune homme semblait très surpris. Il ne s'attendait pas à ce que cette jeune femme soit aussi forte et parvienne à immobiliser ses mains. Ensuite, avec une simplicité déconcertante, il lui demanda « Puis-je partir maintenant ?» Elle lui répondit « Non, tu ne peux pas. » Mais il lâcha le couteau, recula et courut vers sa voiture avant de prendre la fuite à toute vitesse. Melissa courut également vers sa voiture aussi vite que possible, emportant le couteau avec elle. Ses mains étaient couvertes de sang. Elle vérifia que son chien était bien à l'intérieur de la voiture et, après s'être assurée de sa présence, elle démarra en trombe, se dirigeant vers l'hôpital pour sauver ses mains. À l'hôpital, Melissa subit une opération pour arrêter le saignement de ses mains. Peu de temps après, un enquêteur nommé Joël Cloussin vint prendre sa déposition et lui demanda de décrire l'agresseur. Melissa était encore sous le choc de ce qui s'était passé et n'avait aucune idée de l'identité de cet homme ni de la raison pour laquelle il l'avait attaqué. Cependant, elle avait une grande capacité de mémorisation. Elle se souvenait de tous les détails concernant cet homme, les traits de son visage, ses vêtements et même le type de sa voiture. Imaginez qu'elle a même pu donner aux enquêteurs une estimation du modèle probable de la voiture, affirmant que celle-ci devait être du début des années 2000. La police recueillit toutes ces informations et les diffusa dans les médias. Ils publièrent la description de l'homme ainsi qu'une image de sa voiture, car Melissa leur avait donné des détails précis à ce sujet. Ils demandèrent également à toute personne ayant vu cette voiture ou son propriétaire de contacter la police, car cet homme avait attaqué une jeune femme et tenté de la tuer. Tous ces efforts portèrent leurs fruits le 16 juillet, soit 4 jours après l'attaque contre Melissa et seulement 24 heures après le meurtre de Jessie. Un policier d'un autre commissariat se rendit auprès de Joël Cloussin, l'enquêteur en charge du dossier de Melissa, et lui dit que, quelques jours auparavant, alors qu'il patrouillait dans la ville, il avait remarqué une voiture bleue garée à l'endroit où Melissa avait été attaquée et que son propriétaire se comportait de manière suspecte. Un des policiers d'un autre commissariat est allé voir Joël Cloussin, le détective en charge de l'enquête sur l'affaire Melissa, et lui a dit qu'un jour, au cours des 2 dernières semaines, il patrouillait en ville pour vérifier si tout se passait bien. Il a ajouté qu'il s'était rendu sur le lieu où Melissa avait été attaquée et y avait vu une voiture bleue dont le propriétaire agissait de manière suspecte. Il a poursuivi en disant « Comme j'avais des doutes sur lui, j'ai noté le numéro de la plaque d'immatriculation de sa voiture pour faire des vérifications en revenant au poste. Mais en retournant au poste, j'ai oublié jusqu'à ce que je voie votre annonce disant que vous recherchiez cette voiture. C'est exactement la même que celle que j'ai vue. » Le détective Joël a pris le numéro de plaque.
Et, après avoir enquêté sur le propriétaire, ils ont contacté Melissa et lui ont montré une photo de cet homme. Ils lui ont demandé « Est-ce l'homme qui vous a attaqué ?» Elle a répondu « Non, ce n'est pas lui. » Ils ont donc dit « Cela pourrait être une simple coïncidence. » Mais le détective Joel a suggéré « Cherchons dans la famille du propriétaire de cette voiture. » Il se pourrait que le propriétaire prête sa voiture à un membre de sa famille, qui pourrait être l'agresseur de Melissa. Après avoir mené des recherches sur sa famille, ils ont découvert que son fils correspondait à la description donnée par Melissa. Lorsqu'ils ont recontacté cette dernière et lui ont montré la photo de ce fils, elle a déclaré « Oui, c'est lui qui m'a attaqué. » Cela signifie que l'homme qui l'a attaqué n'était pas le propriétaire de la voiture, mais qu'il l'empruntait à son père. Il n'avait maintenant plus qu'à convoquer l'agresseur pour l'interroger et vérifier ses éléments. L'inspecteur décida de l'appeler et de lui demander de venir au commissariat pour lui poser quelques questions. Il saisit le téléphone, composa son numéro et porta le combiné à son oreille en attendant. Pendant ce temps, ce même jour, le 16 juillet 2013, soit 24 heures seulement après la mort de Jessie, se tenait une grande cérémonie funéraire chez elle. Dans le salon, toute sa famille et ses amis étaient réunis, tous en pleurs, partageant leurs souvenirs de Jessie. À un moment donné, le téléphone de Daniel Bartlett, âgé de 19 ans et le plus proche ami de Jessie, sonna. Cet été-là, il venait tous les jours chez elle pour écrire des chansons ensemble. En répondant au téléphone, il quitta l'assemblée et dit « Allô, qui est à l'appareil ?» La voix à l'autre bout du fil était celle de l'inspecteur Joel, qui lui répondit « Nous sommes de la police, et nous avons besoin que vous veniez au commissariat pour répondre à quelques questions. » Jusqu'à présent, les policiers enquêtaient uniquement sur l'affaire Melissa, pas sur celle de Jessie, mais ils trouvaient étrange que l'agresseur de Melissa se trouve dans la maison de Jessie. Ils se dirent que cet individu pouvait être mentalement instable, qu'il avait peut-être essayé de tuer Melissa sans succès. Puis, dans un moment de rage, il s'en serait pris à Jessie. Toutefois, cela restait une hypothèse sans preuve concrète, et leur mission à présent était de trouver ces preuves. Daniel est allé au commissariat où ils ont commencé à l'interroger. Leur première question était « Que faisiez-vous chez Jessie Blaggett ?» Il a répondu « Jessie et moi étions très proches. Nous ne nous quittions jamais. Mais quelqu'un l'a tuée, m'enlevant ainsi ma meilleure amie. » Il a ajouté « Sa famille lui a organisé une grande cérémonie funéraire, et en tant que son ami, j'étais là pour y assister. » À ce moment-là, les enquêteurs ont changé de sujet et se sont concentrés sur l'affaire Melissa. Ils lui ont demandé « As-tu attaqué cette jeune fille il y a 4 jours ?» Il leur a répondu que non, qu'il ne l'avait jamais vue. Pendant qu'ils l'interrogeaient, ils ont remarqué que ses mains étaient blessées. Ils lui ont demandé comment il s'était fait ces blessures et il leur a répondu « Je travaille dans une entreprise d'ingénierie et je me suis blessé avec un clou. » Ils ont commencé à poser des questions sur les détails de cette blessure et comment cela s'était passé, remarquant qu'il se contredisait dans ses réponses. À ce moment-là, un des enquêteurs lui a dit « Que dirais-tu si je contactais la société que tu as mentionnée pour vérifier si tu y travailles vraiment ?» À cet instant, Daniel leur a dit la vérité en avouant « J'ai quitté ce travail il y a 3 semaines. » Comme Daniel avait perdu son emploi depuis 3 semaines, cela signifiait qu'il mentait. Lorsque la police lui a de nouveau demandé « Comment t'es-tu blessé aux mains ?» Il leur a répondu « Je me suis coupé en cuisinant. » Ils lui ont alors dit « Ne nous mène pas en bateau, dis-nous la vérité sur comment tu t'es vraiment blessé aux mains. » À ce moment-là, il leur a avoué s'être blessé lorsqu'il avait attaqué Melissa dans un parc. Il a expliqué qu'après avoir perdu son emploi 3 semaines plus tôt, il n'avait pas informé sa famille et sortait chaque matin de la maison, faisant semblant d'aller au travail. Il errait ensuite dans la ville, soit en voiture, soit en se rendant dans un parc, où il restait jusqu'à l'heure de sortie des travailleurs avant de retourner chez lui, donnant l'impression d'avoir travaillé toute la journée. Il a précisé que le 12 juillet, comme à son habitude, il avait quitté la maison en prétendant aller au travail, mais s'était en réalité rendu dans ce parc pour y passer la journée, comme s'il travaillait. Pendant qu'il se trouvait là-bas, il avait remarqué Melissa et avait décidé de l'attaquer. Lorsque la police lui a demandé pourquoi il avait attaqué une fille qu'il ne connaissait pas et qui ne lui avait rien fait, il leur a répondu « Ma vie était douloureuse, j'ai quitté l'université, j'ai perdu mon travail, ce qui m'a fait ressentir de la peur. » À ce moment-là,
Je voulais que quelqu'un d'autre ressente la même peur que moi. Enfin, ils lui ont posé une dernière question. As-tu un quelconque lien avec la mort de Jessie? Il leur a répondu: Bien sûr que non. Jessie comptait beaucoup pour moi. Il est impossible que j'aie pensé à lui faire du mal. Après cela, la police a commencé à enquêter pour savoir si sa famille le traitait vraiment mal, ce qui l'aurait poussé à cacher qu'il avait perdu son emploi. Ils ont découvert que ses propos concernant sa famille étaient également contradictoires, puisque son père et sa mère l'aimaient beaucoup et avaient toujours peur de le perdre. Il était donc impossible qu'ils se fâchent contre lui s'ils avaient appris qu'il avait été licencié. Daniel était un étudiant intelligent et un musicien talentueux, connu et apprécié pour son sens de l'humour, mais les apparences sont trompeuses, car certaines personnes ont deux facettes dans leur personnalité. L'inspecteur en charge de l'affaire, Melissa, a contacté celui qui s'occupait de l'affaire Jessie et lui a dit « Regarde, cet homme pourrait bien être celui qui a tué Jessie. » Ils ont pris cela en compte, et la première chose qu'ils ont vérifiée, c'était son téléphone. Ils ont découvert que Daniel était obsédé par quelque chose appelé le meurtre, et qu'il passait des heures sur Internet à regarder des vidéos de vrais meurtres, ainsi que des dossiers sur les tueurs en série, en particulier ceux qui tuèrent des femmes. De plus, ils ont trouvé une vidéo réelle d'une fille qui avait été kidnappée, où son ravisseur l'avait attachée avec des cordes, l'avait agressée et l'avait finalement tuée. Daniel avait visionné cette vidéo plusieurs fois, sans jamais s'en lasser. Le 12 juillet, il est allé dans ce parc et s'est assis là, attendant une victime pour appliquer ce qu'il avait vu dans cette vidéo. C'est là qu'il a vu Melissa, et il l'a attaquée. Il avait l'intention de la blesser avec ce couteau, de l'enlever pour l'emmener dans un endroit isolé, de l'attacher avec des cordes, de la violer et finalement de la tuer. Mais Melissa n'était pas une proie facile pour lui, elle s'est défendue, et finalement Daniel s'est enfui, échouant dans son plan. Malgré cet échec, il n'a pas abandonné et voulait toujours appliquer ce qu'il avait vu dans cette vidéo. Cette fois, il a décidé que la victime ne devait pas être une étrangère, mais une fille qu'il connaissait bien et qui lui faisait entièrement confiance. Malheureusement, la victime fut Jessie Blodgett. Jessie était sa meilleure amie. Elle lui faisait énormément confiance. Il allait chez elle, il passait des heures à rire, à s'amuser et à écrire des chansons. En résumé, ils étaient de véritables amis. Mais du jour au lendemain, il s'est retourné contre elle, simplement pour satisfaire ses désirs. Le matin du 15 juillet, Daniel est allé directement chez Jessie après avoir vu ses parents partir pour le travail. Il a frappé à la porte et c'est probablement Jessie qui lui a ouvert, ou bien il a trouvé la porte ouverte. Quoi qu'il en soit, il est entré d'une manière ou d'une autre. Daniel avait un sac avec tout le nécessaire pour commettre ce crime, des cordes, des produits de nettoyage et tous les outils nécessaires. Ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison, personne ne le sait, car Daniel n'a pas voulu le révéler, mais il a sûrement appliqué ce qu'il avait vu dans la vidéo. Il l'a attachée, il l'a violée, et il l'a étranglée avec une corde jusqu'à ce qu'elle meure. Après avoir fini, il a retiré la corde de ses mains et de ses pieds, a nettoyé son corps, et l'a déposée dans son lit comme si elle dormait. Puis, il est sorti de la maison. Il est allé à la décharge pour se débarrasser de tout le matériel qu'il avait apporté chez Jessie. Ensuite, il a poursuivi son chemin. Quand les parents de Jessie ont appris ce qui était arrivé à leur fille, ils étaient sous le choc. Son père est allé dans sa chambre, s'est allongé sur le lit de sa fille. Il est resté là, regardant le plafond, retenant son souffle jusqu'à ce qu'il soit sur le point d'étouffer, puis il a éclaté en sanglots, disant « Qu'a-t-elle ressenti en agonisant ? Ma fille unique a vécu le pire moment de sa vie et je n'étais pas là pour la sauver ou la protéger, comme tout père le ferait. » La mort de Jessie les a détruits, et le monde entier leur semblait désormais plongé dans une obscurité totale. Mais finalement, ils ont décidé de se relever et de continuer à vivre sans elle. Ils ont voulu faire quelque chose pour honorer la mémoire de leur fille, alors ils ont fondé une association contre la violence. Le but ultime de cette association est de promouvoir l'amour. Jessie, de son vivant, avait un grand rêve, faire quelque chose pour changer le monde. Après sa mort, ses parents ont voulu réaliser ce rêve pour elle, ne serait-ce qu'en partie. Finalement, la Cour a condamné Daniel à la prison à perpétuité, et il ne pourra jamais sortir. Aujourd'hui, en 2024, il a 30 ans et est toujours en prison.
C'était l'histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivie jusqu'à la fin et nous nous retrouverons pour une nouvelle histoire. Au revoir.